Bonsoir à tous. Nous avons la chance que M. Michel Vauzel, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ouvre cette séance, cette 5e assemblée de citoyens, l'Assemblée des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée. Avant de lui passer la parole, je vais vous dire 2-3 mots sur la personnalité de M. Vauzel. Il est d'abord, et pour commencer, il est notre hôte ici. C'est lui qui nous reçoit. La Villa Méditerranée, nous sommes chez lui. Il est président, je viens de le dire, de la région Provence-Côte d'Azur, et ceci depuis 1998. Mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'il s'est investi pour la paix et la prospérité en Méditerranée, et qu'il promeut une politique de coopération décentralisée avec l'ensemble des pays méditerranéens. En effet, il est vice-président de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, coprésident de la Commission méditerranéenne de cités et gouvernements locaux, coprésident de la Commission développement durable de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, ce que vous entendez parfois citer sous le vocable de Harlem. Récemment, on peut relever, dans les multiples activités qu'il a été chargé par le président de la République d'une mission visant à proposer une approche renouvelée de la Méditerranée. Il a remis à ce titre un rapport en 2013 sur la Méditerranée des projets à la demande même du président de la République. Voilà, c'est un parcours très méditerranéen, un véritable attachement pour cette Méditerranée. Et je crois que nous avons beaucoup de chance de l'avoir parmi nous ce soir. Est-ce que le micro marche là-bas ? Oui, oui. Il a été vérifié il y a 2 minutes. Mesdames, Messieurs, je préfère m'adresser à vous debout, non pas par orgueil pour venir à cette tribune, mais simplement parce que pour moi c'est plus commode. En tant que Méditerranéen, on peut faire des gestes et vous comprendrez ce que je veux dire, puisque je suis comme vous un Méditerranéen et un militant de la Méditerranée. Un peu confus que vous ayez annoncé tant de responsabilités qui doivent faire dire à vous, mesdames et messieurs, comment arrive-t-il à cumuler autant de fonctions. Eh bien, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de fonctions qui en réalité se recoupent. J'étais à Rome avant-hier dimanche et lundi, pour deux réunions auxquelles je participais et qui montrent qu'on peut s'occuper du même sujet sous diverses responsabilités. Le matin, j'étais là-bas à Rome. C'est pas là-bas, c'est Rome, c'est quand même un nom pour nous d'une particulière noblesse. En tant que président de la conférence des régions méditerranéennes de l'Europe du Sud. Et puis, l'après-midi, j'y étais en tant que vice-président de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne. Et je salue ici ma collègue Maria Mercedes Borges, qui représente également ici cet après-midi l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Je voudrais également saluer son Excellence Boutros Assaker, ambassadeur de la Ligue arabe, Ala Louazani Touami, le conseiller pour les affaires civiles et sociales de l'Union pour la Méditerranée, et Pedro Naro, le président du comité de suivi du Comité économique et social européen Euromed, et bien sûr l'amiral Coustillière, membre du conseil consultatif de l'ACM, et toutes les personnalités ici présentes. Et ce serait évidemment, vous le comprendrez, trop long de tous vous citer. Vous êtes citoyen de la Méditerranée et par conséquent, je dirais que votre heure est venue, mais vous le savez depuis longtemps, il y a plusieurs années maintenant que vous militez pour cette cause. Notre heure est venue pour animer une diplomatie participative à côté de la diplomatie d'État qui voit malheureusement ses limites, notamment dans la résolution du problème entre Israël et la Palestine. Depuis plus de 60 ans, on a la communauté internationale, comme on l'appelle, et qui n'existe peut-être pas en fait, n'a pas pu résoudre ce problème qui est majeur pour le dialogue en Méditerranée, puisque dès qu'on s'assoit autour d'une table, on commence par poser le problème d'Israël et de la Palestine. Et aujourd'hui,
ce problème qui quelquefois est un peu éloigné parce qu'il intéresse moins les médias, revient sur le devant de l'actualité avec de terribles incidents, après la guerre de Gaza, de terribles incidents à Jérusalem, sur l'esplanade de Jérusalem, dont je ne dirai pas le nom, mais vous voyez, où est la mosquée Al-Aqsa, et puis tout à côté, le mur des lamentations, et puis ce qui se passe également en Cisjordanie, et la façon dont Jérusalem-Est est maintenant peu à peu cernée par l'occupation de colons israéliens. Donc là, je ne donne pas de tort à Israël, je ne donne pas de tort aux Palestiniens, mais véritablement, je donne tort, oui, à une société mondiale qui n'a pas su apporter de réponse. Et dans cette affaire, les États-Unis portent leur part de responsabilité, je le crois. Donc, si la diplomatie d'État n'est pas suffisante et n'est pas capable de résoudre un problème pareil qui véritablement blesse les Méditerranéens que nous sommes, que nous soyons du sud, du nord ou de l'est de la Méditerranée, alors il faut se tourner vers la diplomatie parlementaire. Et c'est ce que j'ai fait à Rome avec les collègues de Madame Borges, c'est de discuter avec des parlementaires comme moi. Je suis vice-président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, en plus de tout ce qui a été dit, pour me retrouver autour d'une table avec des parlementaires israéliens qui acceptent de s'asseoir à la même table que des parlementaires palestiniens. Et les choses se passent correctement. Et heureusement, leur ai-je dit et répété, comme on se voit plusieurs fois par an, qu'il y a ces endroits où des parlementaires qui n'ont donc pas apporté la parole officielle d'État, de la diplomatie d'État, peuvent se parler. Et se parler très franchement, je vous prie de croire que le dialogue est vif entre les parlementaires israéliens et les parlementaires palestiniens, mais chacun reste à la table et parlemente. C'est bien ça, le rôle des parlementaires. Il y a également la diplomatie participative. C'est la diplomatie des citoyens que vous êtes, citoyens de la Méditerranée. C'est la société civile qui maintenant fait irruption dans les affaires de l'État, dans les démocraties. Irruption quelquefois violente, c'est le printemps arabe. Irruption quelquefois d'une autre manière, comme on le voit en France en ce moment, où on le sent bien, la société a envie de s'exprimer à un moment où nous connaissons une crise politique, morale, extrêmement grave, en France, dans toute l'Europe, en Méditerranée et de par le monde. Vous voyez comme moi les images, parce que malheureusement pour nos concitoyens, les images sont souvent terribles, mais c'est celles-là qui passent à la télévision parce qu'elles sont un événement, donc on ne peut pas le reprocher aux journalistes. Mais en ce moment, les étudiants sont en colère au Mexique parce que la mafia, y compris parmi les gouverneurs de certains États mexicains, a massacré des dizaines d'étudiants dont on a retrouvé les corps ou les restes dans des fosses communes. Il y a à Jérusalem les incidents, et en Cisjordanie et en Israël même, les incidents qui sont plus que des incidents, étant donné leur gravité. Il y a la guerre qui est en train de prendre une tournure nouvelle et plus grave entre l'Ukraine et la Russie. Il y a partout dans le monde des mouvements de protestation très vifs qui montrent que nous sommes entrés avec la mondialisation dans une période où les valeurs démocratiques sont remises en cause et où une jeunesse, notamment, mais tous les citoyens, s'interrogent. La crise est donc financière, économique, mais elle est d'abord politique. Et elle touche l'Europe. L'Europe actuellement ne va pas bien, vous le constatez comme moi, nous le regrettons vivement, mais les regrets ne suffisent pas. Et on sent bien en Europe la montée du nationalisme, la montée de l'ultranationalisme, c'est-à-dire de partis d'extrême droite, comme en France avec le Front National, et dans d'autres pays, il y a cette tentation. Et il est très difficile de faire le départ entre ce qui est nationaliste, c'est-à-dire patriote, et qui est tout à fait compréhensible, on défend sa culture, son identité, c'est un droit de l'homme de défendre son identité culturelle, à condition qu'il y ait la liberté de choix. C'est autre chose que d'être nationaliste et d'être xénophobe, raciste et de rejeter l'étranger, l'autre. C'est le problème qui se pose à l'Europe aujourd'hui, qui n'a pas une influence vraiment considérable dans les affaires pourtant qui la concernent.
vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, la politique orientale de l'Europe n'est pas très satisfaisante. Nous n'arrivons pas à établir une relation convenable avec la Russie et en même temps, nous n'arrivons pas à établir une défense convenable de la démocratie en Ukraine. Au contraire, il y a, on le sent bien, d'un côté l'Allemagne qui a un certain regard, et ce n'est pas un reproche que je lui fais, vers l'Europe de l'Est et la Russie. Et puis il y a un autre regard qui est porté par d'autres pays d'Europe qui est différent par rapport à la question ukrainienne. Il y a aussi la question d'Orient, comme on disait au XIXe siècle. Et aujourd'hui, cette question se réveille, puisque si j'ai bien compris, la question d'Orient qui avait été réglée, ou plus ou moins réglée, à l'époque, au XIXe siècle, puis qui avait connu son achèvement avec les accords Sykes-Picot, où avaient été dessinés entre deux diplomates, un Français et un Anglais, les frontières de la Syrie, de l'Irak, et on avait ensuite le Liban, et on avait ensuite dit « ne touchons à rien ». Et on voit qu'aujourd'hui, des terroristes qui se placent sous le nom, je dirais, de califat, pour éviter le nom d'État islamique, qui saisit ce mot d'islam, qui est sacré, parce qu'il est celui qui nomme une religion de paix, de fraternité et d'amour, qui n'a pas à être défigurée par des terroristes qui sèment la terreur au nom de l'islam et d'un État islamique. Donc parlons de califat, mais un califat qui, évidemment, étend maintenant de plus en plus son influence et se voit reconnaître par des groupes de terroristes qui vont du Pakistan, l'Irak, la Syrie, les pays comme le Liban où ils sont représentés, ou dans l'espace qui est théoriquement celui d'Israël ou justement celui d'Israël et de la Palestine, en Égypte, mais aussi la Libye qui a été complètement déstabilisée et explosée par l'intervention qui a eu lieu à un certain moment, et peut-être qu'il aurait fallu un peu réfléchir avant que cette intervention n'aboutisse au désastre qui est la disparition de l'État libyen. À la réunion où j'étais à Rome, il y avait 2 ou 3 parlements libyens différents représentés. Un qui est à Tobrouk, un autre qui est à Benghazi, un troisième qui est à Tripoli. Et tout l'armement amassé par Kadhafi pendant des années de dictature est maintenant dispersé au Sahel et met en danger la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, plus tous les États du sud du Sahel. Et la France est intervenue, à juste titre, pour éviter que Bamako ne soit prise par les terroristes. Et l'affaire n'est pas terminée, puisqu'on sent bien qu'il y a une activité extrêmement forte au Sahel. L'affaire n'est pas terminée non plus en Syrie, qui est en train de... c'est un peuple qui est en train de se massacrer lui-même, et c'est une horrible chose dont nous avons et dont nous sommes encore les témoins, sans que la communauté internationale ne puisse faire quoi que ce soit. Bref, quand on voit la situation en Orient, et puis non seulement en Orient, mais ce que j'indiquais comme allant du Pakistan jusqu'au Maghreb, va au sud, vers le sud de l'Afrique, jusqu'en Somalie, et ne s'arrête pas aux limites de l'Afrique ou du Proche-Orient, mais gagne l'Europe. Quand dans la région que je préside, Provence-Alpes-Côte d'Azur, malheureusement appelée PACA, ce qui n'est pas très joli, mais Provence est plus joli, la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur compte des milliers et des milliers de mes concitoyens, de nos concitoyens, qui sont des personnes de nationalité française, d'origine arabe, maghrébine, libanaise, égyptienne, turque, et qui sont français, ou bien qui, sans être français, travaillent pour le développement économique de la France. Quand la moitié de la famille habite à Alger et que l'autre moitié habite à Marseille, comment peut-on dire à Bruxelles que l'on va faire une politique de voisinage avec le Maghreb? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une politique de voisinage, c'est une politique de cohabitation avec les Maghrébins et avec les Méditerranéens. Et donc ce que je redoute, sans vouloir être trop long, parce que la façon dont j'ai abordé le problème est immense, ce que je redoute, c'est que la Méditerranée, tandis que l'Europe chemine qu'à un quart, la Méditerranée soit considérée comme quelque chose qui est au sud et qui ne concerne pas l'Europe. L'Europe ne pourra pas se construire en tournant le dos à la Méditerranée. La Méditerranée et l'Europe ont une communauté de destin.
Et tant que nous n'aurons pas à la tête de l'Europe, ou même à la tête de certains nombres de gouvernements nationaux, des personnes qui parlent avec force, avec vigueur, de la Méditerranée comme une communauté de fait, de facto, pas des jurés, de facto, dont le destin est lié, parce que les jeunes qui n'ont pas d'emploi ici, en France, sont malheureux, ici à Marseille, et ils vont faire quelquefois le djihad en Syrie, ou bien ils vont casser les vitrines dans les villes qui connaissent des problèmes sociaux. C'est le malaise de la jeunesse qui n'a pas de travail, pas de logement et qui se sent méprisée. Et ce malaise, on le retrouve de l'autre côté de la Méditerranée. Et quand je rencontre les walis ou les gouverneurs du Sud ou des présidents de régions, au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, ils me disent la même chose que moi. Notre premier problème, c'est la formation professionnelle. C'est sortir les jeunes du chômage et éviter qu'ils ne soient une sorte de vivier pour le djihad ou bien pour d'autres formes de désespoir ou bien encore, forme absolument heurtante pour notre éthique, pour nous Européens, prendre le risque de traverser la mer au risque de mourir, et ils préfèrent mourir, ces adolescents, que de rester à mourir de faim dans leur pays. Et à cet égard, il faut féliciter les Italiens qui reçoivent à Lampedusa, en Sicile, dans le sud de l'Italie, par milliers, ces jeunes gens qui quittent leur pays, des mamans avec leurs bébés qui quittent leur pays au risque de préférer en effet mourir plutôt que de rester dans la situation où ils sont. Et on les renvoie dans leur pays et ils reviennent de nouveau vers l'attrait que représente l'Europe. Alors, devant cet état, il ne s'agit pas simplement d'une crainte par rapport à l'évolution du climat qui va toucher avec la désertification les pays du Sud et qui fait que la Méditerranée est un point d'intérêt très singulier dans l'année qui va s'ouvrir de la COP 21 avec l'approche de l'évolution du climat dans le monde et notamment en Méditerranée. Il y a les problèmes financiers qui ont mis les Grecs dans la rue, et on comprend pourquoi, mais aussi les Italiens, les Français, les Espagnols, les Portugais. Et il y a une crise plus grave encore que la crise financière ou la logique financière. Il y a la crise de la politique et de la démocratie devant la loi de l'argent. En effet, aujourd'hui, on le voit bien, que représente la volonté d'un chef de l'État, élu pourtant par le peuple, face aux grandes puissances financières multinationales. Et ce n'est pas un homme de gauche qui vous dit ça. C'est simplement que le peuple n'acceptera pas que la loi ne soit plus votée par les représentants du peuple, et c'est la crise politique que connaît la France en ce moment et de la démocratie, si demain la volonté du peuple n'est pas respectée parce que nous sommes aux ordres de la Banque mondiale ou contre laquelle je n'ai rien puisqu'elle a sa représentation ici, mais plutôt du FMI ou d'instances qui sont porteurs d'une mondialisation financière qui met en péril la démocratie. Eh bien, la réponse, elle sera méditerranéenne ou elle ne sera pas. Parce qu'il n'y aura pas une réponse d'une Europe riche et égoïste d'un côté et puis le désespoir des Méditerranéens de l'autre. C'est la jeunesse méditerranéenne dans son ensemble qui porte l'espoir, qu'elle soit du côté de la Tunisie, dont nous saluons bien sûr la formidable révolution, mais des trois côtés, à la vérité, de la Méditerranée. Il n'y aura pas de paix pour nous tant que Israël et la Palestine n'auront pas réglé leur conflit. Il n'y aura pas de paix pour nous tant que la jeunesse du Sud et la jeunesse du Nord n'auront pas trouvé des formules où elles se sentent respectées, où elles se sentent dans le système de solidarité sociale de nos pays. Et par conséquent, il est très important que dans des moments pareils, la société civile que vous représentez, les citoyens de la Méditerranée que vous êtes, lèvent la voix et disent et apportent le message que vous allez apporter ici une nouvelle fois, c'est-à-dire la voix d'une population qui prend son destin en main. Ce n'est pas la fin de la démocratie représentative. Nous aurons toujours besoin, je l'espère en tout cas, sinon alors la situation serait grave et nous serions à la veille d'une nouvelle épopée fasciste ou dictatoriale ou de régime policier. Démocratie représentative qui a besoin aujourd'hui d'être rendue plus solide et plus forte
avec la démocratie participative. Et cette démocratie participative, eh bien, vous, citoyens de la Méditerranée, c'est vous qui représentez cette chance pour demain. Il faut que la politique laisse sa place, toute sa place, à la société civile, et alors peut-être nous aurons l'espoir qui luira dans un moment bien difficile que connaît l'Europe, la Méditerranée, et au-delà, malheureusement, le monde entier. Je vous remercie. La 5e Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée est donc ouverte. Le député Vicente Garcés m'a demandé de faire devant vous une petite présentation de l'avancée des travaux de l'ACM et, d'une certaine façon également, des déroulements des travaux qui vont se passer dans les jours à venir. Pour cette rencontre, nous sommes reçus par le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai bien reçu la leçon, Michel Vauzel, dans cette prestigieuse structure de la Villa Méditerranée, au lieu de rencontres méditerranéennes en France. D'ailleurs, il y a quelques jours, s'y déroulait la conférence éducation du 5+5. De plus, Marseille, par sa position géographique, mais également par son histoire et sa population diversifiée, est évidemment et naturellement méditerranéenne. Elle a vocation non seulement à porter la politique française en Méditerranée, mais plus largement à constituer une véritable passerelle entre l'Union européenne et les riverains du sud du bassin, du sud et de l'est du bassin. Ces liens et ces frontières avec les plus grands pays d'Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres, sont autant d'arguments dans ce sens. Nous sommes ainsi tout particulièrement reconnaissants au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir permis à notre Assemblée de se tenir ici. Je remercie aussi, au nom de l'ACM, toutes les personnalités qui ont répondu favorablement à notre invitation, et notamment le représentant de la Fondation Annalint, celui de la plateforme Euromed de la société civile. Ils se tiennent aujourd'hui parmi ces citoyens anonymes, provenant, ici présents, provenant de toutes les rives de la Méditerranée et engagés dans une démarche citoyenne volontaire. Enfin, je ne peux pas oublier de remercier les organismes qui, par leur soutien, ont permis la tenue de cet événement, la Fondation Charles-Léopold Meyer, le MUSEM, la Casa Árabe d'Espagne. Avant de vous présenter les personnalités ici présentes devant vous, je souhaiterais vous rappeler ce qu'est l'ACM. L'ACM vise à l'émergence d'une communauté méditerranéenne des peuples qui serait fondée, conformément à sa charte, sur des valeurs démocratiques de liberté et de paix, sur le respect de la diversité culturelle et également sur une grande responsabilité face à l'environnement. Elle ambitionne de favoriser l'émergence d'une parole et d'une action citoyenne commune par la mise en œuvre de rencontres permanentes. Pour cela, elle s'appuie sur des cercles de citoyens et citoyennes rassemblés autour de la charte qui œuvrent comme des espaces de dialogue permanents et ouverts entre citoyens. Vous en êtes le témoignage vivant. Ces cercles visent à produire des propositions en vue de contribuer à l'émergence de nouvelles politiques économiques, sociales, culturelles et environnementales. La présente rencontre est donc la 5e. La première s'est consacrée à la question des dialogues méditerranéens, institutions et citoyenneté en Méditerranée. Elle s'est déroulée à Valence, en Espagne, en 2010.
La deuxième s'est appliquée à étudier les crises et changements en Méditerranée, la citoyenneté en mouvement. Celle-ci s'est tenue à Tunis en 2011. La troisième s'est consacrée au changement en Méditerranée, la dynamique des cercles de citoyens de l'ACM et l'avenir de l'ACM. Elle s'est déroulée à Volos, en Grèce, en 2012. La quatrième s'est appliquée à analyser le thème des dialogues méditerranéens, citoyenneté et conflit. Elle s'est déroulée à Istanbul, Turquie bien sûr, en 2013. La présente Assemblée portera son attention sur citoyenneté et construction d'une communauté méditerranéenne des peuples. Que peut-on retenir des différentes assemblées déjà passées? Elles ont permis de dégager des conclusions sur lesquelles l'ACM ne manquera pas de poursuivre sa réflexion, considérant qu'il importe de reconnaître la responsabilité individuelle des citoyens face aux défis à venir, de promouvoir la mobilité, mais aussi l'éducation, pour faciliter les rapports mutuels, de protéger et conserver la mer Méditerranée en tant que ressource et en tant que patrimoine sous toutes ses dimensions, y compris la dimension environnementale, de soutenir l'émergence d'une communauté méditerranéenne des peuples, de promouvoir la société civile, y compris dans son rôle transverse, de défendre l'égalité des genres tout autant que la défense des minorités. De fait, ce n'est que par l'engagement citoyen que nous pourrons créer une plus grande unité en Méditerranée. Les acteurs principaux sont inéluctablement les jeunes et les femmes. Un réseau citoyen pourra certainement, dans un futur proche, porter la parole et l'engagement citoyen méditerranéen. La 5e Assemblée, celle qui commence aujourd'hui, dans l'esprit des 4 précédentes, continuera de mettre l'accent sur le besoin qu'il y a de favoriser l'émergence d'une communauté méditerranéenne des peuples qui puisse être ancrée dans un espace politique méditerranéen commun. Elle conclut, en quelque sorte, une première phase de 5 ans d'Assemblée des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée. 5 ans d'études sur des thématiques diverses, 5 ans avec des conclusions qui méritent encore d'approfondir. Sur le plan institutionnel, doté de 5 ans d'expérience dans la construction de son articulation et faisant suite aux réflexions conduites par les 5 précédentes assemblées, l'ACM ambitionne maintenant de mettre à profit les mois qui suivront cette 5e assemblée pour arrêter des structures qui pérenniseront l'ACM tout en lui conférant visibilité et personnalité juridique. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ACM, voilà ce que je voulais rappeler pour ce qui est des objectifs et façons de travailler de l'ACM. Je vais à présent donner la parole aux personnalités qui sont devant vous. Je commencerai par Madame Maria Mercedes Borges, représentante ici de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, députée au Parlement portugais, historienne d'origine. Elle travaille plus particulièrement en ce moment sur les questions d'emploi et de société. Madame, je vous cède la parole. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be present here today on behalf of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, PAM, on the occasion of the 50th meeting of the Mediterranean Citizens' Assembly, to speak about citizenship and construction
of a Mediterranean community of peoples, an important topic that is at the center of attentions of our Assembly, as well as your Assembly, which is a very key partner to PAM. I would also like to take this opportunity to great honor Michel Vozela, the Vice President of our Assembly and the President of Regional Council of Provence-Alpes-Côte d'Azur. Honor Michel Vozela is a reference for the Mediterranean issues in our Assembly. We are gathered here to discuss the common experience on major regional integration, barriers and resistances involved, and the actions required to advance the construction of a Mediterranean community of peoples through political, economic, environmental, social, cultural, and religious aspects during a very difficult time for our region. Over the past few years, the Mediterranean has witnessed challenges and threats of unprecedented scale, to say the least. With conflicts growing, re-emerging, and intensifying, affecting almost every country in the southern Mediterranean and having an impact on the northern part of the basin. The worsening of the situation in the Middle East, the terror that is sweeping through Syria and Iraq, starting from the civil war in Syria and the emergence of ISIS militants and the political instability in Libya, shapes dangerous socio-economic prospects and creates a whole new context for the dynamics in the Mediterranean. These conditions carry with them a high risk for irreversible spillover effect, as we have been witnessing, taking, for example, cross-border theaters affecting countries like Turkey, Jordan, and Lebanon. Beyond the immediate material destruction caused by conflicts in our region, one cannot ignore their effects on the youth, the future generation of our region. Exposure to war-torn environments has a lasting and damaging effects on the psychology of young people, which is further exacerbated by the economic crisis, poverty, and deprivation. Its circle of violence has a cumulative effect on children and young people who are surrounded by negative environments and witnessing violence, discrimination, racism, and marginalization. Apart from the fact that the present is already destroyed for so many people across our region and even on the global level, we are risking having diminishing perspective and lack of opportunities, as well as a shaky and fragile foundation for the future generation who will be leading their societies. That is why it is imperative to act now, to rectify the situation at present, in order to prevent a failed future. As you may all know, PAM's main objective is to forge, through parliamentary diplomacy, political, economic, and social integration among its member states in order to find common solutions to the challenge facing the Mediterranean region and to create a space for peace and prosperity for all the Mediterranean peoples. PAM has a standing committee which dedicates its work to civil society, intercultural dialogue, and human rights. The work of this committee, and throughout the years, has been giving a great deal of attention and a very careful consideration to crucial issues related to human rights, gender equality,
youth, freedom of religion, education, and unemployment in the region. Perhaps the most prominent of which is the phenomenon of migration, which is taking place at an alarming rate in the Mediterranean, and which has taken thousands of lives who are looking for a better future for them and for their family. In the current state of affairs, what can parliamentarians do? And what can civil society do? As part of our Assembly's commitment to issues pertaining to human rights and our endeavors to mobilize our soft diplomacy tools in the wake of violence, conflicts, and strife, allow me to give you a brief idea of our latest activity. Last September, the Parliamentary Assembly of the Mediterranean attend and contribute to United Nations General Assembly, where a series of bilateral meetings with United Nations senior officials in relation to the current crisis affecting the Mediterranean region were held. On the occasion, we also had an important opportunity to discuss in detail with the chair of the Counter-Terrorism Committee of the United Nations Security Council, cooperation and the provisions of UNSC Resolution 2178 of 24 September 2014. In New York, PAM was requested by the UNSC to jointly set up a cooperation platform for the organization of a parliamentary program to start in early 2015 on counter-terrorism legislation, addressed in its initial phase to 5 Maghreb countries, and with support of MPs and experts from other PAM's members. More recently, PAM held in Geneva a bilateral meeting with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and in order to reinforce a much-needed cooperation between the two institutions. For the construction of the Mediterranean community of peoples, our role as parliamentarians and your role as civil society institutions is to mobilize our efforts for the benefit of the citizens, to help them overcome the past and build a better future. We must invest in their education, provide them with opportunities, train them, and not let them surround to a helpless reality which can make them easy targets for terrorist organizations. Furthermore, I believe that we have to focus at the present at boosting employment and facilitating mobility and circulation for both workers and students. This is the key challenge for the whole Mediterranean area. And here, small and medium-sized enterprises, for example, can play a major role, but that entails access to credit, favorable tax policies, and harmonized legislative framework. We believe that there are many ways to help build a Mediterranean community of peoples, but we have a lot of work ahead of us, and these involve many stakeholders. After all, the common goal of our both assemblies is to work towards building a peaceful region where our citizens can live in dignity and have a prosperous future, which I believe can be offered to them if we work together and consolidate our efforts. Thank you for your attention. Merci, Madame. Je passe la parole maintenant à Monsieur l'ambassadeur Boutros Asseker, libanais,
qui est aujourd'hui ambassadeur de la Ligue arabe à Paris. Il est aussi représentant spécial du secrétaire général, dans sa carrière, après avoir été ambassadeur à Moscou, il est devenu ambassadeur du Liban en France, à Paris, de 2006 à 2013. Mais on peut aussi relever qu'il a contribué au groupe de travail chargé de la préparation du plan d'action national de la politique européenne de voisinage. Par ailleurs, il est représentant de son gouvernement au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'affaire Hariri. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, taillé aux différentes dimensions de l'espace méditerranéen, ce colloque est consacré, comme le signale la lettre d'invitation, à l'exploration des défis que pose l'intégration en Méditerranée et les perspectives citoyennes pour l'avenir de la région. Sa tenue à Marseille est hautement symbolique. Son thème est fortement d'actualité. Son cadre offre l'opportunité, l'exercice intellectuel aidant, de s'interroger sur les défis et les enjeux qui ont entravé jusqu'aujourd'hui l'émergence de ce nouveau monde. Je m'efforcerai de formuler pour ma part quelques réflexions sur les aspects politiques du sujet, sachant que l'analyse politique bénéficie souvent d'une large tolérance quant à la marge d'erreur dont elle peut être affectée. En gros, depuis le déclenchement des révoltes dans les pays arabes, la Méditerranée suscite l'intérêt de toute la communauté internationale. Plusieurs pays de sa rive méridionale traversent des moments difficiles de leur histoire. Des turbulences les secouent, des tourmentes les traversent. Ils se trouvent confrontés à une crise à plusieurs facettes. Dégénérescence et décomposition du tissu social. Transition politique et institutionnelle qui se fait dans l'affrontement et la douleur. Autoritarisme et violation des droits de l'homme. Montée en puissance de plusieurs formes d'intégrisme religieux et de radicalisme politique, et une destruction systématique du patrimoine culturel. Cette crise met en cause les fondements du vouloir vivre en commun entre les différentes composantes des sociétés des pays concernés. À cela s'ajoutent les symptômes d'un malaise latent et aigu qui a toujours altéré les relations entre les deux rives de la Méditerranée et ralenti l'élan des différents processus de partenariat et d'intégration. L'une des causes majeures de ce malaise est représentée par l'échec répété du processus de paix dans la région. Or, depuis presque 20 ans, ce processus ne connaît que des soubresauts rapidement avortés par des provocations et par une colonisation croissante en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Des faits accomplis sont créés sur le terrain et une violation continue et flagrante du droit international et humain et des résolutions des Nations Unies ont compromis la solution de deux États souverains vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. L'échec au mois d'avril de la médiation du secrétaire américain d'État Kerry en dit long sur l'impasse des négociations. Telle impasse n'a fait qu'exacerber la frustration chez les Palestiniens et les peuples de la région. Les esprits ne cessent de s'enflammer, comme en témoignent les derniers développements à Jérusalem, ce qui comporte le risque d'une nouvelle poussée de la violence dans les territoires occupés et bien au-delà. Si l'on passe du registre de la Palestine à celui de l'intégrisme, qui constitue un autre facteur de malaise et d'agitation, force est de constater que ce phénomène affecte l'ensemble des pays de l'espace méditerranéen. Avec son corollaire de xénophobie sur la rive nord, on risque de considérer la Méditerranée comme une ligne de démarcation, sinon de front, entre deux cultures
et ce au mépris du rôle qu'elle n'a cessé de jouer en facilitant communication des idées et échanges de toute nature entre ces deux rives. Quoi qu'il en soit, une coopération équilibrée, des réformes économiques et sociales et une meilleure perception de l'arrière-fond de l'intégrisme ne peuvent que faciliter le dialogue entre les peuples de la Méditerranée. Dans cette optique, il conviendrait de prendre en compte des considérations telles que la différence des traditions, des cultures, des mœurs et des mentalités d'une rive à l'autre, de même que les systèmes politiques et leurs philosophies sous-jacentes ne sont pas les mêmes. Vouloir introduire des institutions politico-sociales étrangères au patrimoine culturel de ces pays risque de provoquer des réactions de rejet et de choc, d'autant plus violentes que l'ordre nouveau imposé apparaît comme le produit d'une nouvelle hégémonie. Mesdames, Messieurs, face à ces défis et aux différentes crises, la Ligue arabe s'est mobilisée pour assumer le rôle qui lui incombe et défini dans son pacte constitutif. Les idées qui se dégagent des diverses médiations du secrétaire général de la Ligue, Dr Arabi, de ses déclarations et des résolutions votées au niveau ministériel se résument dans les principes suivants. Priorité au dialogue politique, aux réformes structurelles et au désarmement des milices appuyées par les élections libres, débouchant sur des gouvernements largement représentatifs qui consolideraient l'unité nationale, l'état de droit et l'intégrité territoriale de chaque pays. Respect des droits de l'homme et des libertés, la diversité culturelle et la protection des minorités ethniques et religieuses considérées comme des composantes fondamentales des sociétés arabes. En sus de ce qui précède, la Ligue préconise un dialogue stratégique avec l'Union européenne au motif de consolider la coopération entre les différentes institutions politiques, culturelles, économiques et sociales afin de renforcer la lutte commune contre le terrorisme et le crime organisé transnational. Mesdames, Messieurs, Salah Stettié, poète franco-libanais, écrivait déjà, je cite, « Si la Méditerranée existait, elle ne saurait être et se poursuivre que comme une conjonction finale de nos apports et de nos signes les plus contradictoires. Elle ne saurait s'établir réellement comportant à leur terme ultime un profil ou l'autre de notre définition de la liberté et de la justice. » Fin de citation. Le monde, affirmait Gide, sera sauvé par quelques-uns, notre Méditerranée par ses peuples. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer la parole à Monsieur Halal Ouazani Touami, marocain d'origine. Il est aujourd'hui conseiller pour les affaires civiles et sociales à l'Union pour la Méditerranée. Il détient un doctorat en sciences politiques qu'il a soutenu à Toulouse. Bonsoir. Monsieur le Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Ligue arabe, Madame Borges, mon ami Pedro Naro, Mesdames et Messieurs, Excellences. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait à l'Union pour la Méditerranée d'abord, et au secrétariat que je représente aujourd'hui, de participer tout d'abord à cette introduction, cette séance introductive, mais aussi d'assister au débat, parce que c'est vrai que les séances officielles sont intéressantes, mais le débat est encore plus important pour moi, et on espère pouvoir assister au moins à une partie de ces débats demain. Ce que je voulais dire, c'est que, certes, la Méditerranée, aujourd'hui, effectivement, elle est convoitée, elle est dynamique. C'est un processus dans l'histoire, je pense que c'est dans l'histoire récente, dans l'histoire ancienne, a toujours connu des dynamiques et des réalités avec S. Et
ce qui est intéressant aujourd'hui, nous sommes à la veille de 20 ans du processus de Barcelone, qui a commencé en 1995, et nous sommes, demain on est en 2015, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous réalisé, société civile, parlementaire, gouvernement aussi, tout le monde doit s'interroger sur le processus, sur le cheminement qu'on est en train de prendre. Est-ce que les débats seuls sont importants? Est-ce que les projets doivent voir le jour? Est-ce que le dialogue politique est essentiel? Est-ce que le dialogue société civile doit se développer et comment doit se développer? Permettez-moi, avant de démarrer, de commencer d'échanger avec vous quelques points, je ne me permettrai pas de dire une intervention, mais plutôt un échange. Je voudrais vous dire que la Méditerranée, oui, c'est des défis et des opportunités, des défis comme ça a été bien cité présenté par M. Vauzel. Des défis, il y en a, au nord comme au sud. Les dernières élections européennes ont montré que l'Union européenne aussi devait faire face à certains défis. Changement de configuration politique, des eurosceptiques, les populistes, l'extrême droite, donc il y a des défis au nord, l'insécurité économique. Au sud, des défis, certes, sécuritaires pour certains pays, pas tous, des défis sur le plan énergétique, des défis sur le plan économique et social, etc. Et il y a des défis donc, qui sont propres au nord ou propres au sud, des défis partagés. Et c'est sur défis partagés, finalement, qu'il faut zoomer. Mais bien sûr, je ne m'arrêterai pas sur les défis, mais sur des opportunités, bien entendu. Sur cela, je voudrais partager avec vous 4 constats. Le premier, c'est que, oui, nous avons des défis partagés, l'immigration, mais on en parle souvent sur le plan négatif, alors que l'immigration, on voit la diaspora. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui font partie de la diaspora, qui a percé en Europe, qui a réussi en Europe. Et je pense aussi donc à... C'est vrai que les médias véhiculent plus souvent le train qui arrive en retard, mais pas les trains qui arrivent à l'heure. Et dans cela, des catastrophes naturelles, des catastrophes humaines extrêmement graves que l'on connaît, dont les plus récentes ont été au sud de l'Italie. Mais je voudrais parler aussi de l'aspect mobilité, parce qu'on parle de la gestion migratoire, et je pense que le mot immigration a quelque chose d'un peu péjoratif. C'est la mobilité qu'il faut encourager, la mobilité. Et la mobilité des chercheurs et des étudiants n'est pas suffisante. Le Sud connaît le Nord ne connaît pas assez le Sud. C'est un constat réel. Des études sont assez détaillées là-dessus. Et peut-être qu'il faut voir la mobilité aussi comme étant Sud-Sud aussi. Le Sud ne connaît pas assez le Sud aussi, parce que parfois il faut venir à Marseille pour que le Sud se rencontre. C'est malheureux, c'est déplorable, mais c'est la réalité. Je voudrais dire sur le plan de l'intégration régionale, les chiffres. Je vous donne juste 3 chiffres. Si l'on prend la région euroméditerranéenne dans son ensemble, sur le plan économique, les échanges commerciaux intra-européens représentent 90% du poids économique de l'Euroméditerranée. 9%, c'est l'Union européenne avec les pays du Sud, et 1%, c'est les pays du Sud entre eux. 1%. C'est un chiffre qui est affligeant, qui montre qu'effectivement, il y a un travail énorme à faire, Sud-Sud, pas seulement Nord-Sud. Et d'ailleurs, l'étude qui nous a été envoyée de l'ACM, qui dit que 26% des interrogés pensent que le renforcement de l'intégration régionale peut être facteur de relance économique. Oui, effectivement, la prise de conscience n'est encore pas totalement développée là-dessus. Et la voie de l'intégration, de la relance économique, d'ailleurs, c'est l'intérêt aussi de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement de la logique nord-sud, de l'aide du nord au sud, mais surtout où l'Afrique devient un acteur stratégique, un espace stratégique. La Méditerranée, il ne faut pas la voir comme étant le Maghreb en périphérie, comme l'a si bien mentionné le président. Le Maghreb ou l'Afrique du Nord en général sont au centre d'une stratégie euro-africaine.
et ne sont pas en périphérie, comme on mentionne souvent dans la dénomination du voisinage. Et c'est dans cette relation win-win, gagnant-gagnant, pas d'aide du nord au sud, que je pense qu'aujourd'hui qu'on doit s'inscrire, et c'est important de le mentionner. Plusieurs questions se posent. Permettez-moi d'en poser quelques-unes, d'en partager quelques-unes avec vous. Face à cette faiblesse de l'intégration régionale, face à la multiplicité des défis et la complexité des défis, justement, et des facteurs, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Société civile, gouvernement, représentants de parlement, d'institutions internationales, que pouvons-nous faire concrètement? Comment agir de manière plus efficace pour que 2015 puisse être une relance justement d'un processus dynamique? Comment rendre notre processus régional plus inclusif et mieux compris des citoyens? Ce matin, en arrivant à l'aéroport, j'ai juste échangé avec une personne sur le processus régional qui m'a dit, et je partage ça avec vous, je ne me souviens plus de la personne, je crois qu'elle doit être dans la salle, et disait que l'UPM, depuis 2008, qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que ça marche toujours? Donc ça montre qu'effectivement, ce n'est pas une réflexion d'une personne, mais c'est une pensée auquel il faut faire clairement, auquel il faut répondre, et ne pas rester dans notre secrétariat. Nous, je parle de mon institution que je représente aujourd'hui, le secrétariat de l'UPM, à Barcelone, dans les locaux. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle nous avons participé à la réunion 5+5 à Marseille, la réunion de la semaine de la semaine économique, avec où l'économie sociale et solidaire était au centre des débats la semaine dernière à Marseille, et d'autres réunions, bien sûr, dont je vous parlerai. Aujourd'hui, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'effectivement, plusieurs rapports et études existent sur la Méditerranée, plusieurs espaces de dialogue et de séminaires existent, mais que devons-nous privilégier? Quelle voie prendre de manière concrète? Je vais justement partager avec vous trois dimensions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui au secrétariat de l'UPM à Barcelone, que nous tentons de contribuer parce que nous ne sommes pas le seul acteur. Et il y a d'autres acteurs en Méditerranée. Nous sommes conscients de cela. Tout modestement, nous avons travaillé sur 3 domaines. Tout d'abord, le processus politique et gouvernemental. Oui, l'UPM, c'est le gouvernement. C'est les 43 qui se retrouvent chaque 2 mois à Barcelone, à Bruxelles ou dans d'autres pays sous présidence de l'Union européenne. La dernière réunion a eu lieu en Italie, à Naples. Et donc, ce sont des représentants des pays, de vos pays justement, des pays membres de l'UPM, qui se réunissent pour un dialogue et un échange. Mais il y a aussi les ministres sectoriels qui se réunissent. Nous avons eu 6 ministériels dans une période qu'il faut reconnaître pas facile, sur l'énergie, sur le changement climatique pour la première fois, sur les transports, sur la question du renforcement du rôle de la femme dans la société à Paris en septembre 2013. Et je pense que c'est des questions stratégiques importantes. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que ces réunions permettent d'avoir, ministérielles, où des ministres se réunissent, adoptent des déclarations. Mais c'est vrai qu'il faut dire que si ces déclarations restent des déclarations d'intention, ça ne sert à rien et ça ne sera pas utile. D'où aujourd'hui le changement justement de cette optique. Nous travaillons à mettre en œuvre justement cette déclaration politique. Je vous donne juste un exemple, simple exemple, pour ne pas trop m'étendre. C'est la ministérielle de Paris sur le renforcement du rôle de la femme dans la société. Elle a donné mandat au secrétariat de Barcelone de monter une conférence et de mettre en œuvre des projets. Alors oui, nous avons tenu cette conférence en mars dernier et la prochaine aura lieu en mars 2015. C'est une conférence qui a permis d'inviter 83 représentants de la société civile, les représentants du secteur privé, les universitaires, mais aussi certains membres de gouvernement, certains gouvernements des pays du Sud. Pour faire quoi? Pour échanger sur les défis, mais pour identifier des projets concrets qui peuvent impacter la population, que les gens vont voir et percevoir, que les gens vont bénéficier. Parce que finalement, tout projet doit naître d'un besoin, mais pas seulement penser dans un bureau, quelle que soit la capitale, et venir et dire voilà, nous avons un budget, nous devons le dépenser. Non, ce sont la société civile,
ce sont les représentants que vous êtes qui définissent ces besoins. C'est vrai, vous ne connaissez pas bien encore peut-être les critères, parce que nous devons faire des efforts de communication là-dessus, mais c'est ça d'où part l'essentiel. Et je dois dire, j'ai pris cet exemple-là pour ne pas trop m'étendre, mais je voudrais dire aussi, donc premier aspect, c'est le politique. Deuxième aspect, c'est l'opérationnel, c'est mettre en œuvre des projets. Quels sont les projets que l'on a mis en œuvre? Je vous donnerai quelques exemples très rapides. Quelques minutes et j'aurai terminé. Quelques exemples très rapides. Je voudrais dire sur les 100 projets aujourd'hui qui sont dans le pipeline, 24 sont labellisés par les États membres. 50% représentent des projets pour les acteurs, dont les bénéficiaires sont les acteurs non gouvernementaux, c'est-à-dire le secteur privé, les universitaires, étudiants et la société civile. Je vous donne un exemple. Ces projets concernent le renforcement des capacités, l'autonomisation socio-économique des femmes, la formation, l'enseignement, l'employabilité notamment pour les jeunes, mais également pour les femmes. Mais aussi, en parallèle de ces projets socio-économiques, nous développons des projets d'infrastructures comme l'Université Euroméditerranée de Fès, qui aura lieu, qui va ouvrir ses portes l'an prochain. C'est un gros projet, très important, qui aura pour objectif d'accueillir 5000 étudiants. Donc là, on revient à la mobilité. Le projet de Gaza, le dessalement d'eau de mer, est un projet très important. C'est un projet humanitaire. Ce n'est pas un projet seulement socio-économique, mais un projet qui a caractère humanitaire. Parce que sur 1,8 million d'habitants de Gaza, seulement à Gaza, 10% de l'eau est potable. Ce n'est pas seulement après cette dernière guerre qui a lieu, mais bien avant que l'on sait cela. Alors nous avons ce projet-là que nous essayons de monter avec les États du Golfe, en financement avec aussi les pays de l'Union européenne. Enfin, et pour finir, la troisième dimension, après la politique et l'opérationnel, c'est la plateforme régionale. Cette plateforme régionale intègre deux dimensions. Les multi-acteurs, parce que, comme je vous l'ai dit, nous travaillons aussi avec Harlem, dont M. Vosel est membre, l'Assemblée des autorités locales et régionales euroméditerranéennes, les parlementaires à travers le PAM, mais aussi la PEPM, le secteur privé et les ONG, et enfin une plateforme multi-institutionnelle. Au secrétariat aujourd'hui, nous sommes 65 personnes de toutes les nationalités quasiment du Sud, mais aussi du Nord. Nous avons 23 nationalités, pas les 43 encore, mais 23 personnes de différents pays de l'UPM, dont nous avons la représentation de la Commission européenne à Barcelone, nous avons la représentation de la BERD, la représentation de la Banque européenne d'investissement. Donc c'est une plateforme régionale de soutien au financement de projets concrets. Et hier, j'étais dans une réunion de Steering Committee de coordination où il y avait ILO, donc l'Organisation internationale du travail, il y avait la Commission européenne, l'OCDE, la BERD, et nous avons étudié quels étaient les projets, les meilleurs projets que nous pouvons identifier, et les programmes de chaque institution, parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de programme et pas qu'il y ait de financement, c'est qu'il n'y a pas de coordination, de cohérence entre les programmes et les projets dans la région. Et nous sommes en train justement de contribuer à faire un mapping de ces programmes, de les identifier et de voir comment mieux travailler ensemble pour créer des synergies. Je finis là-dessus. Et justement, alors je vous parle, il y a aussi deux réunions importantes qui se tiennent à Barcelone. L'une où l'ensemble des délégations de l'Union européenne dans les pays du Sud qui sont réunies pour coordonner les travaux et les projets de l'Union européenne avec l'UPM. Deuxième réunion, c'est le secteur privé. Nous avons réuni plusieurs représentants du secteur privé du Nord comme du Sud pour travailler ensemble et renforcer le partenariat régional. Je vais m'arrêter là-dessus sur les exemples, mais dire qu'aujourd'hui, nous pensons que cette réunion, ce forum de débat est important, c'est que nous pensons sortir avec des réponses concrètes et vos besoins concrets, justement de les identifier, notamment par rapport à ce que peut faire la société civile, ce que nous pouvons faire avec les ONG et les réseaux d'associations présentes ici, et échanger peut-être des meilleures pratiques
Et nous pouvons bien sûr faire mieux et plus. Et c'est pour cela que nous sommes ici présents. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et on passe aussitôt la parole à M. Pedro Naro, espagnol, membre du Conseil économique et social européen depuis plus de 7 ans. Il assure les fonctions de président du comité de suivi Euromed après avoir mené sa carrière professionnelle essentiellement entre Madrid et Bruxelles. Depuis 2000, il représente les intérêts des agriculteurs et des zones rurales en Europe en sa qualité de directeur international de l'ASAJA, organisation espagnole représentant plus de 200 000 agriculteurs. Je vous cède la parole. Voilà. Bonsoir. C'est un vrai défi d'être le dernier orateur. Je vais essayer d'être bref. Mais tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs au nom du Comité économique et social européen pour nous inviter à participer à ce dialogue ouvert autour de la Méditerranée dans une ville comme Marseille, qui représente très bien l'esprit de la Méditerranée, l'esprit des mix des cultures de notre région. Cette année, j'ai eu la possibilité de beaucoup voyager au nord de la Méditerranée, le Portugal, l'Italie, la France, mon pays, l'Espagne, bien sûr. Mais aussi, j'ai eu la possibilité de visiter plusieurs pays au sud de la Méditerranée. J'étais au Maroc, en Algérie, Tunisie, Liban. Et là, j'ai constaté, bien sûr, que nous sommes, vous le savez mieux que moi, que nous sommes très hétérogènes. Mais moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes et ils m'ont évoqué 3 éléments communs aujourd'hui, comme Monsieur le Président du Conseil régional a souligné au début. Malheureusement, aujourd'hui, tous les jeunes m'ont parlé de la frustration, m'ont parlé du pessimisme, et m'ont parlé aussi de l'immigration mobilité. Et voilà, on a 2 possibilités. On pourrait se mettre à côté, très loin des intérêts de nos jeunes, et on pourrait critiquer les politiciens, critiquer les décideurs et critiquer les stratégies. Mais aussi, nous, en tant que représentants de la société civile, on aura aussi d'autres possibilités. On a la possibilité de s'engager dans un dialogue qui soit dynamique et qui soit constructif. Et pour cela, je représente une organisation, je dirais que c'est une organisation plutôt classique, même traditionnelle, parce qu'on représente au niveau européen les employeurs, les employés et les consommateurs, les agriculteurs, etc. Comme monsieur le modérateur vient de souligner, moi-même, je suis un représentant des agriculteurs. Et on essaye toujours de travailler à côté de nos partenaires du Sud. Il y a des sujets qu'on travaille en permanence. On travaille toujours la question des femmes, la question d'égalité des chances. Et cette année, 2014, on a mis sur la table 3 sujets clés qui représentent des défis partagés. Aujourd'hui, on a parlé des défis partagés. Et voilà, on a travaillé sur la situation économique et sociale des jeunes autour de la Méditerranée. On a travaillé autour de la pauvreté et l'exclusion sociale. Et on a aussi eu la possibilité de travailler pour faciliter le développement de l'économie sociale dans notre région. Quel est le but de notre dialogue? Bien sûr, on essaye de présenter des réflexions communes, mais surtout, ce qu'on essaye, c'est de développer une société civile qui soit forte, qui soit indépendante et qui soit active. Aujourd'hui, et peut-être vous êtes aussi au courant, l'Union européenne nous propose un nouveau cadre de dialogue avec les pays du sud de la Méditerranée. Maintenant, nous sommes en train de discuter un nouveau cadre plus large et peut-être plus ciblé. Et je voudrais dire que pour avoir du succès, quand on fait du dialogue, et maintenant on fera du dialogue jusqu'au dimanche tous ensemble, pour avoir du succès, il faudra d'abord qu'il soit un dialogue inclusif. Parce que la société civile aujourd'hui a beaucoup changé. Et c'est une société civile qui est en transformation dans tous les pays, soit au nord, soit au sud de la Méditerranée.
et on doit tenir compte qu'il y a une nouvelle société civile qui demande d'être écoutée. Aussi, il faudra, c'est le deuxième élément, il faudra donner de la valeur ajoutée aux institutions, aux assemblées, aux réseaux qui sont toujours en place. Parce qu'on ne peut pas partir de zéro. On a déjà beaucoup fait. Alors, l'époque du réseautage est finie. Nous ne sommes pas maintenant dans la période de mettre en place de nouveaux réseaux, mais il faudra réfléchir tous ensemble comment donner de la valeur ajoutée à nos réseaux, à nos organisations qui ont une expérience et qui travaillent autour de la Méditerranée. Et pour terminer, il y a aussi un troisième volet qui est très important pour avoir du succès quand on essaye d'avoir un dialogue tous ensemble. C'est vrai que parfois on fait des erreurs, on se concentre sur la question économique, on essaye d'avoir un dialogue économique, mais à mon avis, il y a un dialogue qui est tout à fait plus important, que c'est un dialogue culturel, que c'est un dialogue de valeurs. Et moi, je suis très reconnaissant de cette organisation, de cette assemblée, qui a comme but principal, qui dans son esprit, d'avoir un échange à propos de l'économie, à propos des questions sociales, mais notamment parler du dialogue culturel et de les valeurs qu'on partage au niveau de la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci. Bon, il me reste au titre de l'ACM à remercier très vivement les orateurs qui se sont exprimés ce soir, et plus particulièrement le président Vozelle. Je laisse la parole 2 minutes. Vous restez en place, s'il vous plaît, pour que M. Geoffroy d'Apremont vous fasse communication de quelques points de logistique. Bonsoir à tous. Donc, en tant que directeur de l'Institut Médéa et co-organisateur de cet événement, puisque l'Institut Médéa assure le secrétariat de l'ACM, j'aimerais bien juste vous indiquer quelques petits détails pratiques. Tout d'abord, toute la réunion se passera ici à la Villa Méditerranée, Zagora au -2 et au +3. Et je vous invite également à aller à l'étage +3 où il y aura un espace collaboratif méditerranéen organisé par le Cercle ACM de Marseille et l'Association Citoyens de la Terre. Vous pourrez y échanger vos idées. Il y aura un espace de discussion, un espace informatique où vous pourrez indiquer les projets qui vous intéressent. Et il y aura également une équipe vidéo qui vous fera des interviews pour vous interroger sur votre sentiment sur la thématique de notre rencontre. Vous pourrez aussi trouver dans cet espace toute la documentation nécessaire présentant l'Assemblée des citoyens de la Méditerranée. Je remercie donc le Cercle de Marseille pour cette initiative. Pour demain, il y aura une soirée libre, c'est dîner libre, vous pouvez aller dîner en ville si vous le souhaitez. Et malheureusement, il n'y aura pas de visite du MUSEM. Celle-ci a dû être annulée à la dernière minute pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. On tient à s'en excuser. Pour les transports, les navettes sont assurées entre la Villa Méditerranée et l'hôtel Ibis. Le matin pour se rendre à la villa et le soir pour retourner à la villa. Mais on vous encourage, si le temps le permet, à y aller à pied. Ce n'est pas plus de 15 minutes. J'ai encore aussi quelques petites choses à dire. Oui, le repas de ce soir, c'est offert par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et tous les participants aux Agora sont invités à se rendre au 3e étage. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à moi ou à toute l'équipe de l'Institut Médéa, Marion, Sébastien, Silk, Servan et Barbara. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite des bonnes discussions et un bon séjour à Marseille.